Comment se débarrasser des PFAS? On en débat tout de suite avec Sébastien Chanlon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes coordinateur des laboratoires Wessling. Et puis avec nous en duplex, Émilie Rousseau, qui est journaliste à France Télévisions, co-autrice de l'enquête PFAS, la grande intox de l'industrie. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être une question de présentation pour démarrer. Les laboratoires Wessling, c'est quoi votre métier? C'est de faire des analyses physico-chimiques. Les laboratoires Wessling ont été créés en 1983 par le docteur Wessling. Et du coup, après, se sont développés en Europe, principalement en Allemagne. Et puis, en 1999, on a ouvert une succursale en France. Qui a été racheté par ALS, un groupe international australien d'origine, en 2024, mi-2024. Et donc, vous travaillez sur, par exemple, nous, là, on va vraiment parler des PFAS, il n'y a pas que ça, évidemment, dans votre activité, mais ça fait partie des analyses que vous réalisez pour vos clients? Oui, tout à fait. Ça fait partie des analyses qu'on réalise pour nos clients, qui sont principalement des instituts de recherche, mais aussi, surtout, des bureaux de contrôle. Et puis aussi, on travaille beaucoup sur les centrales d'enfouissement de déchets. D'accord. Émilie Rousseau, ces PFAS, on va peut-être commencer par rappeler polluants éternels, c'est le mot qui est évidemment beaucoup plus frappant pour tout le monde. On les retrouve un peu partout dans notre quotidien? Ah oui, les polluants éternels, effectivement, les PFAS, on les retrouve dans des tas d'objets du quotidien qui vont aller, on en a beaucoup parlé, des poêles anti-adhésives, des cosmétiques, des détergents, mais aussi il y a beaucoup d'usages industriels dont on parle moins, mais qui sont aussi très importants, c'est-à-dire que de nombreux tuyaux, de nombreux joints des usines et des plateformes industrielles sont faits en PFAS. On en trouve dans les panneaux photovoltaïques, on en trouve dans les batteries électriques, voilà, on en trouve dans de très nombreux objets, et c'est ce qui fait qu'ils sont aujourd'hui aussi répandus dans notre environnement. Sébastien Chanlon, pourquoi il y en a tant des PFAS? Quels sont on va parler de leurs effets néfastes d'abord, mais pourquoi ils intéressent à ce point les industriels? Tout d'abord parce qu'ils ont des super propriétés physico-chimiques. Clairement, c'était des molécules miracles qui ont été développées à partir des années 40, qui ont des capacités notamment à la fois hydrofuges et oléofuges, c'est-à-dire qu'elles protègent à la fois de l'eau et des huiles. Entre autres, puisqu'en plus, c'est des bons isolants thermiques électriques, et puis en plus, c'est des molécules qui ne sont pas destructibles, justement, et qui, du coup, permettent de réaliser beaucoup d'applications. Et c'est pour ça qu'elles se sont développées un peu partout. Émilie Rousseau, quel danger ces PFAS, qu'est-ce que ça provoque pour notre santé, et est-ce que ça a été prouvé scientifiquement, ça? Alors, il faut d'abord préciser que les PFAS, c'est une grande famille de molécules, il y en a plus de 10 000, et qu'elles n'ont pas toutes les mêmes propriétés. Une fois qu'on a dit ça, leur caractéristique, par contre, la caractéristique qui va les rassembler, c'est leur persistance, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on les appelle polluants éternels, c'est un peu galvaudé, mais éternelles parce qu'en fait elles sont persistantes, elles ne se dégradent pas naturellement dans l'environnement, et c'est ça qui va en fait véritablement faire leur danger, parce que c'est ça qui va faire qu'elles sont bioaccumulables dans notre corps humain, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les ingère, on va s'en débarrasser, mais très lentement, donc elles vont s'accumuler, et forcément plus il y en a dans l'environnement, plus on va y être exposé. Donc ça, c'est la première chose. Il faut vraiment comprendre que c'est la persistance qui va créer le risque. Et ensuite, sur les effets sur la santé, on n'aura pas assez d'une demi-heure pour tous les évoquer. Donc il y en a de très nombreux. Il y a de plus en plus d'études qui vont montrer les effets sur la santé. Ce sont des perturbateurs endocriniens, ils ont des effets sur la fertilité, ils ont des effets sur le développement du fœtus, le développement cognitif des enfants, etc. Alors, il y en a aussi certaines qui viennent d'être classées cancérigènes par l'OMS et par le Centre international de recherche contre le cancer, donc certaines molécules. Mais voilà, il faut bien garder en tête que si on veut faire le lien entre toutes les molécules, il faut se dire qu'elles sont persistantes. Et puis, il faut aussi parler des effets cocktails, c'est-à-dire qu'on est exposé à plusieurs molécules différentes en même temps, et ça, c'est encore mal documenté. Et donc, je reste avec vous, Émilie Rousseau, il y a cette loi qui a été votée le 20 février à l'Assemblée nationale qui réduit l'utilisation des PFAS. Peut-être en quelques mots, dans quel domaine? Parce que tous les domaines ne sont pas concernés.
Non, alors c'est vrai que la loi, elle s'applique pas à tous les domaines. Pour l'instant, elle s'applique surtout sur les vêtements, les textiles. Alors pas tous, hein, parce qu'il y a certains textiles, comme par exemple les tenues pour les pompiers, qui seront exclus parce qu'on a besoin des PFAS pour ce genre de vêtements, les fardes de ski et les cosmétiques. Les ustensiles de cuisine faisaient partie au début du champ d'application de la loi, puis on l'a tous suivi, ils ont été exclus in fine. Et ça a quelles conséquences pour les industriels, une loi comme ça? Déjà, il faut qu'ils trouvent d'autres solutions. Oui. Malheureusement, ce qui se passe avec ce genre de loi, c'est qu'on va trouver aussi des solutions qui sont des solutions alternatives avec des molécules qui vont ressembler énormément à celles qui sont interdites et qui potentiellement n'ont pas de données toxicologiques. Actuellement, on a des données toxicologiques sur les chaînes longues, sur les chaînes plus courtes et les molécules plus récentes, on a moins de données. Parce qu'on les connaît moins aussi. Et le problème est là. On a l'exemple du bisphénol A qui avait été remplacé par le bisphénol B qui était plus toxique. Mais le risque est de remplacer des molécules toxiques par d'autres molécules qui sont potentiellement plus toxiques. Donc il y a un gros enjeu au niveau industriel. Et puis aussi, il va falloir surveiller de très près ce qui va se passer. Ouais. Mais ça veut dire que ces industriels... Parce qu'on peut espérer qu'ils cherchent des alternatives quand même. Ils ne peuvent pas se passer des PFAS aujourd'hui. En fait, dans beaucoup de domaines, c'est très compliqué. Et je pense qu'il va falloir aussi faire une balance entre l'exposition et le risque. On parlait justement des tenues des pompiers. Potentiellement, un pompier va porter sa tenue peut-être dans certaines situations pendant une durée limitée. Mais si on porte la même tenue toute la journée, par exemple, on aura une exposition qui va être plus grande. Et de fait, cette exposition va avoir un risque beaucoup plus grand pour la santé. Oui, effectivement. Émilie Rosso, sur les contaminations de l'eau, je voudrais qu'on se concentre quelques minutes là-dessus, parce que est-ce que la loi prévoit des contrôles plus importants? Est-ce que ça vous semble suffisamment ambitieux, ce qui a été voté? Alors, il y avait déjà un arrêté ministériel qui prévoyait la recherche de PFAS de manière, on va dire, plus régulière et active. Et ça, c'est lié à la norme européenne qui va bientôt rentrer en application et qui va pointer un certain nombre de PFAS, 20 molécules pour être tout à fait exact. Et donc, comme on les recherche dans l'eau potable, on va aussi aller les chercher chez des industriels pour savoir qui pollue l'eau potable. La loi, elle apporte quelque chose de nouveau. Elle apporte le fait que la recherche des PFAS dans les rejets industriels ne va plus se limiter qu'aux 20 PFAS qui sont visés par la norme européenne sur l'eau potable. Ça veut dire qu'on va étendre le champ de recherche, et ça, c'est une bonne chose, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a 10 000 molécules. Tous les industriels n'utilisent pas les mêmes, donc il faut absolument qu'on enrichisse nos connaissances et qu'on aille chercher d'autres types de molécules. Encore faut-il que les industriels communiquent les molécules qu'ils utilisent et qu'on sache quoi aller chercher. Donc ça, c'est le point positif de la loi. Le point un petit peu plus négatif, c'est que cette loi n'interdit pas les rejets de PFAS dans l'environnement. Or, à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut qu'on agisse et qu'on limite un maximum les émissions de PFAS, que ce soit dans l'eau ou dans l'air, qu'on les limite à la source avant de se poser la question des alternatives, parce qu'il va falloir se la poser, évidemment, vous l'avez dit, et on sait qu'aujourd'hui, il y a plus d'alternatives que ce qu'on pense, hein, c'est ce qu'a révélé notre enquête. Mais avant même de se poser cette question des alternatives et d'encourager les industriels à aller chercher des alternatives, il faut véritablement stopper la diffusion des PFAS dans notre environnement. Ces alternatives, je voudrais bien, parce que vous êtes en lien direct avec les industriels ou des organismes qui travaillent avec eux. Est-ce qu'ils mettent autant d'énergie à trouver des alternatives ou alors est-ce qu'ils cherchent de nouveaux PFAS, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Ça coûte très cher. De trouver des alternatives? Oui, bien sûr, parce que c'est de la recherche et développement avancé. C'était facile parce que c'était des molécules qui, même si elles ont été trouvées par hasard, en fait, elles ont rendu énormément de services pour pas mal de gens. On n'a pas précisé quand même qu'une des grosses parties de l'intoxication au PFAS, elle vient aussi de l'alimentation et des emballages alimentaires. Et je pense que ça, c'est important aussi de le signaler, notamment les revêtements des papiers qui sont à la fois hydrofuges et oléofuges dont je parlais pour les emballages de nourriture de fast-food, on va dire, qui permettent justement d'avoir cette qualité-là. On peut les remplacer, donc il y a des solutions qui existent déjà. On va parler peut-être de la cire d'abeille, par exemple, qui a à peu près les mêmes propriétés. Donc si on enduit un papier de cire d'abeille, on va avoir à peu près les mêmes propriétés que les PFAS.
Bon, après, il va falloir encore qu'il y ait des abeilles, ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que tout ça, c'est à la fois de la recherche, parfois aussi du bon sens, parce qu'effectivement, on a la solution facile à proximité, mais peut-être il va falloir aller chercher d'autres solutions qui sont un peu plus complexes. Il y a des polyéthylènes qui sont beaucoup moins toxiques pour la santé, qui peuvent être utilisés dans certaines situations. Mais bon, oui, effectivement, ça force un petit peu aussi les industriels à aller vers ce type de recherche et augmenter leur recherche et développement pour aller chercher d'autres molécules. Avec peut-être aussi l'aiguillon, on va dire, juridique ou judiciaire. La Régie des publics des eaux potables de Paris a porté plainte contre X. Son objectif, c'est de faire payer à l'industrie chimique le coût de la décontamination. Émilie Rosso, on est un peu dans l'application du principe pollueur-payeur. Est-ce qu'on peut évaluer le coût de la dépollution? Est-ce qu'on a commencé à travailler là-dessus? C'est précisément ce qu'on a fait avec le Forever Lobbying Project, un consortium de journalistes. On était 46 et on a calculé le coût de la dépollution et on a trouvé que ça allait nous coûter 100 milliards d'euros par an jusqu'à ce qu'on arrête d'utiliser des PFAS. Donc c'est près de la moitié du budget de l'Union européenne. Donc le coût de la dépollution, il est énorme. Il est absolument énorme. On ne pourra pas d'ailleurs tout dépolluer. Il va falloir faire des choix et ça, c'est les scientifiques eux-mêmes qui le disent. Et ce coût-là, on le sait, le coût qu'on a calculé, il est largement sous-estimé. Donc évidemment, le principe du pollueur-payeur commence à poser des questions. C'est-à-dire que de nombreuses métropoles, de nombreuses collectivités se posent la question, se disent comment on va faire pour mettre en place nos stations de filtration et portent plainte ou entament des procédures judiciaires contre les industriels. C'est le cas, vous l'avez dit, à Paris, mais c'est aussi le cas ici à Lyon. Il y a 40 communes qui ont porté plainte contre les deux industriels. La métropole de Lyon aussi a engagé un recours. Donc quand on est face à un coût aussi énorme, évidemment, le principe du pollueur-payeur, qui on le sait n'est pas très souvent appliqué, prend tout son sens. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt sur Be Smart for Change. Émilie Rosso, votre enquête, elle est toujours disponible à voir sur le site francetv.fr. Merci encore. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.